Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle présentation dans le cadre du cours SCT 4061. Aujourd'hui, partie 2 du dossier 2. Donc, je vous avais séparé 7 capsules en 2 parties. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite à la voir. Cette partie 2 va porter principalement sur le magnétisme. En fait, tout ça commence il y a très très longtemps quand on s'est rendu compte que certaines roches avaient une particularité intéressante de s'attirer ou de se repousser. Et c'est ainsi qu'on a découvert le magnétisme. Et on s'est rendu compte que si on prenait une tige de ce type de matériau et qu'on le mettait sur un pivot, ce que ça faisait, c'est qu'elle s'orientait toujours dans la même direction. La raison est très simple, c'est que le plus gros aimant sur Terre, c'est la Terre. Okay? Donc la Terre en elle-même est un aimant. Et donc les aimants, donc les aimants d'une boussole par exemple, vont avoir tendance à toujours s'aligner avec les lignes de champ du champ magnétique terrestre. Et donc, je peux en faire une boussole qui va toujours indiquer la même direction. Maintenant, regardons à quoi ressemble ce fameux champ magnétique qui va se faire autour de mon aimant. En fait, ça va ressembler un peu à un hot dog. Donc, où j'ai des lignes de champ qui semblent sortir d'un des côtés de mon aimant et rentrer dans l'autre. Par convention, on va dire que les lignes de champ vont sortir du pôle nord et rentrer dans le pôle sud. Par contre, ce que je me rends compte, c'est que si je mets un deuxième aimant, ben, le pôle nord de mon aimant rouge est beaucoup plus proche du pôle sud de mon aimant bleu que du pôle sud de mon aimant rouge. Autrement dit, il est plus proche du pôle sud de l'autre aimant. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que mes lignes vont avoir tendance à s'enligner vers le pôle sud de l'autre aimant. Et ce qu'on peut facilement voir ici, c'est qu'il va y avoir attraction. Au contraire, si je tourne mon aimant dans l'autre sens, à ce moment-là, ce que je vais me rendre compte, c'est que les lignes de champ ont à noter évidemment que les lignes de champ ne se croisent pas. Hein. Donc, si j'ai des lignes de champ qui sont comme toutes écrasées les unes contre les autres, eh bien à ce moment-là, on va avoir une répulsion. Et ça serait la même chose si j'avais deux pôles nord. Évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir contrôler ce champ magnétique-là. Ce qu'on peut évidemment pas faire avec un aimant. Oui, on peut le tourner si on veut, mais on ne pourra pas en contrôler l'intensité ou la forme ou, par exemple, arrêter le champ magnétique d'un aimant. Donc, comment on va faire? Bien, on va passer par l'électricité, parce qu'on sait qu'un courant électrique est capable de produire un champ magnétique. Donc, étudions à quoi ressemble ce champ magnétique-là. La première chose, c'est que ça ne ressemble pas à un hot dog. Donc, ça ne ressemble pas à la même chose qu'un aimant. En fait, ça va avoir une forme circulaire qui va, j'aime pas le terme, mais tourner autour du fil. Donc, maintenant, ça serait bien d'être capable de voir dans quel sens ça va tourner, entre guillemets. Donc, comment on va être capable de faire ça? Eh bien, la première chose, c'est qu'on doit savoir dans quel sens va le courant électrique. On sait que le courant électrique, par convention, va toujours du plus vers le moins. Et donc, pour être capable d'évaluer dans quel sens va tourner notre champ magnétique, donc dans quel sens vont nos lignes de champ. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle la règle de la main droite. Et là, je m'arrête une seconde pour parler à mes droitiers. En période d'inattention ou en période de stress, genre un examen, vous allez avoir un crayon dans votre main droite. Donc, vous allez avoir tendance à utiliser votre main libre pour faire votre règle de la main droite. Mais ça va être votre main gauche. Vos mains ne sont pas identiques, en fait, elles sont symétriques. Et donc, toutes vos réponses vont être à l'envers. Donc, je vous le dis, faites attention, vous devez vraiment utiliser votre main droite pour faire la règle de la main droite. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette fameuse règle de la main droite? Elle nous dit que si mon pouce indique le sens du courant électrique, eh bien à ce moment-là, mes doigts vont indiquer le sens du champ magnétique. Capable de déterminer le sens des lignes de champ. Et ce sens des lignes de champ-là va même nous permettre de savoir dans quelle direction on va pointer une boussole qui sera approchée d'un fil électrique.
Donc, on sait que ça va toujours être une tangente, donc elle va être toujours perpendiculaire au rayon. Donc, elle va couper le rayon du cercle des lignes de champ à 90 degrés. Le problème majeur ici, c'est que cette forme de champ magnétique-là est zéro utile pour nous autres. Pourquoi? Ben, je ne peux pas rien attirer, je ne peux pas rien repousser, je n'ai pas la forme du hot dog de l'électroaimant. Et j'aimerais beaucoup avoir cette forme-là. Donc, comment on peut faire? Bien, on pourrait rajouter des fils. Mais rajouter des fils, ouais, c'est bien beau comme ça, mais c'est pas encore super utile. On n'a pas encore la forme de hot dog. Donc, si je rajoute à nouveau d'autres fils qui rentrent au lieu de sortir, donc autrement dit, qui sont dans l'autre, dont le courant va dans l'autre sens, le champ magnétique est dans l'autre sens, là, je commence franchement à ressembler à ma forme de hot dog. Et là, je commence à avoir vraiment un aimant utile. Comment on fait pour avoir des fils qui rentrent et des fils qui sortent, autrement dit, avoir des courants électriques qui sont inversés en haut et en bas et pouvoir le répéter? Bien, c'est bien simple. On a juste à faire une queue en tire-bouchon. Donc, on va tourner notre fil et en tournant notre fil, on va être capable d'avoir ce qu'on appelle un solénoïde et donc une forme où je vais avoir un fil qui tourne sur lui-même et qui va pouvoir me créer un champ magnétique comme un aimant. Évidemment, vous vous doutez qu'il y aura encore une règle qui nous permet de voir les caractéristiques de notre champ magnétique et surtout le sens des lignes de champ de notre électroaimant. Donc, à ce moment-là, quelle sera cette règle? Bien, elle se fait encore avec la main droite. Donc, dans ce cas-ci, je vais avoir mes doigts qui vont indiquer le sens du courant. Donc, j'ai plus qu'un fil, j'ai plus qu'un doigt. C'est pas vrai que j'ai plus qu'un fil. On s'entend. J'ai juste un fil qui est entortillé sur lui-même. Mais dans le fond, mes doigts vont indiquer le sens du courant électrique et mon pouce va indiquer le pôle nord ou si vous préférez le sens du champ magnétique à l'intérieur de ma main. Je préfère dire le pôle nord, je trouve ça plus simple. On se retrouve donc à avoir un pôle sud et un pôle nord et on se retrouve à avoir un aimant qu'on est capable de contrôler avec son champ magnétique qui ressemble encore une fois à celui d'un hot dog. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure que les boussoles nous indiquaient toujours le sens des lignes de champ. Donc, dans quel sens va indiquer nos boussoles? Eh bien, comme je vous l'ai dit tantôt, elle indique le sens des lignes de champ. Donc, elle va avoir tendance à sortir du pôle nord et à rentrer au pôle sud. C'est quoi l'avantage d'avoir ça? Eh bien, c'est qu'on peut changer la force. Autrement dit, on peut avoir un aimant qui va être plus ou moins fort. Donc, comment on est capable de faire ça? Principalement par trois façons. La première façon, changer le nombre de spires, autrement dit, changer le nombre de tours de fil. Deuxième façon, on peut insérer à l'intérieur de notre électroaimant un noyau ferromagnétique, donc une tige de fer. Qu'est-ce que ça l'aide à faire? En fait, c'est que la substance ferromagnétique devient comme un aimant en présence d'un champ magnétique. Donc, elle va agir comme un aimant, mais un aimant que je suis aussi capable d'arrêter parce que je suis capable d'arrêter le champ magnétique et en dehors de mon champ magnétique, le fer va agir tout à fait normalement, comme s'il n'était pas magnétique du tout. Donc, c'est le cas, par exemple, des clous. Un clou, si vous le placez normalement et que vous essayez de le faire coller à un autre clou, ça ne marchera pas. Par contre, si vous prenez un clou que vous posez sur un aimant et que vous essayez de coller un deuxième clou après le premier clou, eh bien, ça va fonctionner. Donc, comme je vous ai dit, le fer va développer les mêmes propriétés qu'un aimant seulement en présence d'un champ magnétique. La troisième façon, c'est d'augmenter l'intensité du courant. Évidemment, plus le courant est fort, plus je vais avoir un champ magnétique qui est fort. Évidemment, jusqu'à une certaine limite, hein, parce que vous avez un fil seul présentement. Donc, vous ne pouvez pas augmenter le courant ad vitam aeternam, vous allez faire juste sauter un disjoncteur. Et voilà, on a maintenant un aimant qu'on est capable de contrôler. On peut contrôler l'intensité, on peut même contrôler le sens des lignes de champ parce que je peux inverser le courant électrique comme je veux.
Et on peut aussi le mettre à off, donc le fermer carrément, ce qui peut être vraiment pratique. Donc, dans quel genre d'appareil on va utiliser ce genre de composante-là? Ben, je fais le pari que je vais vous surprendre aujourd'hui en vous disant que vous l'utilisez beaucoup plus que vous pensez. Évidemment, la première image qu'on a d'un solénoïde, c'est l'espèce du gros électroaimant qu'on utilise dans les ferrailleurs pour pouvoir soulever, dans le fond, des métaux pour pouvoir les déplacer. Donc, oui, c'est une utilité des électroaimants. On peut aussi penser, par exemple, aux portes. Pourquoi les portes? Bien, on veut avoir des portes qui restent ouvertes, donc on va être capable de coller, mais que s'il y avait une alerte d'incendie, par exemple, ben là, je peux simplement couper le courant. Il n'y a plus de champ magnétique, donc les portes vont se refermer d'elles-mêmes et donc limiter la propagation de l'incendie. Donc, c'est des utilités de l'électroaimant, mais il y a une utilité encore plus pratique. Le moteur électrique. Le moteur électrique que vous allez voir dans la plupart des appareils qui bougent, donc que ce soit votre perceuse au niveau de votre rotation, ou aussi dans certains appareils, on va transformer le mouvement de rotation en mouvement de translation, comme dans une scie va-et-vient par exemple. Donc, vous voyez dans la partie centrale l'intérieur de votre moteur électrique et vous remarquez tout de suite que l'appareil est composé de 3 électroaimants qui sont entourés autour de noyaux de fer doux, question d'en optimiser le rendement. Tout ça est fixé après un axe de rotation qui est l'arbre du moteur, qui est la partie jaune ici dans le schéma. Autour de tout ça, je vais avoir deux parties fixes qui ne bougeront pas, qui sont mes deux aimants. Évidemment, l'aimant du haut va avoir un pôle nord qui va être dirigé vers les électroaimants et l'aimant du bas va avoir un pôle sud dirigé vers les électroaimants. Évidemment, j'ai enlevé le couvercle, donc prenons le temps de bien étudier le couvercle parce qu'il a aussi son utilité. Donc, vous remarquez encore une fois le centre de rotation en jaune, donc l'arbre de mon moteur. Et vous remarquez qu'autour de cet arbre, j'ai trois petites plaquettes rouges. Les trois petites plaquettes servent à acheminer le courant électrique au solénoïde et ils ne seront pas connectés au même solénoïde en fait. Ce qu'on veut, c'est que les champs magnétiques ne soient pas tous les mêmes au niveau des... En fait, pas tous les mêmes en même temps au niveau du solénoïde. Le courant électrique vient de où? Ils viennent des deux électrodes qui sont les parties grises et qui sont munis de deux petits balais qui vont venir se frotter contre les plaquettes rouges. Au moment de la rotation, ce qui va arriver, c'est que mes petits balais vont changer de plaque et en changeant de plaque, eh bien, ça va changer le sens du champ magnétique à l'intérieur de mes électroaimants. Et c'est comme ça que je vais faire tourner le moteur. Comment ça se passe? En fait, il y a toujours deux électroaimants qui sont activés et un électroaimant qui n'est pas activé. L'objectif, c'est toujours d'avoir des pôles de même signe face à face. Donc, autrement dit, ici, le pôle nord de l'électroaimant doit être le plus proche possible du pôle nord de l'aimant. Et de cette façon-là, ils vont vouloir se repousser. Et la façon de se repousser, évidemment, c'est d'aller vers le pôle sud, ce qui est logique. Donc, c'est ce qui va amener le moteur à tourner. Au moment où est-ce que ma rotation va se faire, eh bien, mes petits balais vont changer de plaquette rouge. Et en changeant de plaquette rouge, eh bien, je vais inverser le courant. Et donc, quand je vais devenir vis-à-vis le pôle sud, eh bien, je vais devenir un pôle sud. Donc, je vais être encore vis-à-vis le pôle qui est de même signe. Je ne veux pas être devant un pôle de même signe, donc je vais continuer à tourner comme ça. Ici, j'ai un électroaimant qui a j'ai un moteur qui a 3 électroaimants. Il y a certains moteurs qui peuvent avoir plus d'électroaimants. Parfois, ça va m'amener à avoir un mouvement un petit peu plus fluide. Donc, si on regarde le nom des différentes pièces qui sont à l'intérieur, j'ai le rotor, qui est la partie qui va tourner.
Donc, ça comprend l'arbre de rotation, les solénoïdes et compagnie. Je vais avoir le stateur, qui est la partie fixe du moteur, et je vais avoir les électrodes qui vont me servir à amener mon courant électrique. Donc, les composantes dont j'ai parlé, on peut les voir évidemment sur l'extérieur du moteur aussi. On ne voit pas le rotor et le stateur parce qu'ils sont protégés par le boîtier, mais je vais pouvoir facilement voir mon arbre de rotation et mes électrodes. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si mon moteur me permet de transformer mon énergie électrique en énergie mécanique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je fournis de l'électricité, mon arbre de rotation va tourner. Je peux aussi faire le contraire. Donc, je peux aussi forcer la rotation de mon arbre et créer un courant électrique entre mes électrodes. C'est ce qui va se passer dans un générateur de courant et c'est ce qui se passe dans les centrales électriques. C'est ce qui met fin à cette capsule portant sur le chapitre 2. J'espère qu'elle vous a plu. C'était la partie 2 de cette capsule. Donc, vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.